Bonsoir à tous, vous regardez La Santé Surtout, l'émission qui répond à vos questions santé. Merci à vous d'être parmi nous. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire dès maintenant à maquestion@lasantésurtout.com. Et pour vous répondre, nos spécialistes sont avec nous. Le docteur Morgan Tourne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, pathologiste et chef du service anapath à l'hôpital Foch de Suresnes. À vos côtés, le docteur Erwan Fourne. Bonsoir. Bonsoir. Infectiologue, spécialiste notamment, entre autres, des maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles, toujours à l'hôpital Foch. Oui. Vous êtes collègue, donc vous vous connaissez bien. On travaille ensemble. Le docteur Rana Saad est de retour parmi nous. Quel plaisir de vous retrouver. Bonsoir, merci Jessica. Vous êtes chirurgien ophtalmologue à l'hôpital Foch de Suresnes et également au Centre Laser d'ophtalmologie à Paris. Et à vos côtés, petit nouveau, on est ravis de vous accueillir. Bonsoir. Docteur Sofiane Mila, vous êtes chirurgien urologue à la polyclinique de la région nantaise à Mantes-la-Jolie. C'est bien ça, merci. Tout va bien? Tout va très bien. Vous êtes prêts pour démarrer cette émission? Allons-y. Laurence, 29 ans, de Nevers, elle vous pose cette question. La toxine botulique est-elle utilisée uniquement pour l'esthétique ou aussi pour certaines maladies des yeux? Alors c'est vrai que quand on pense toxine botulique, on pense initialement esthétique. C'est un produit qu'on utilise pour lisser le visage, ça permet de diminuer les rides en empêchant la contraction des muscles. Mais on l'utilise aussi en médecine et depuis de nombreuses années. Donc par exemple, dans certaines maladies en ophtalmologie, par exemple les patients qui présentent des blépharospasmes, qui sont des contractions involontaires des paupières, qui peuvent parfois être très handicapantes. Par exemple, on peut abandonner la conduite si on a un blépharospasme sévère. Pour ces patients, on peut proposer des injections de toxines qui permettent donc d'améliorer le confort. On a aussi d'autres maladies comme par exemple le larmoiement. Si on a un larmoiement excessif, on peut parfois injecter de la toxine dans la glande lacrymale, qui est une glande qui se situe sous le sourcil, dans le coin externe. Et pour ces patients, ça permet également, donc dans certaines situations, il faut bien sûr être évalué par un ophtalmologue au préalable, on peut améliorer aussi le larmoiement de cette façon-là. Donc il y a encore plein d'autres indications bien sûr, mais effectivement c'est un produit qui est à la fois médical et esthétique. Une question maintenant pour vous, docteur Tourne. Sophie, 42 ans, de Montauban, et elle vous dit, à l'ère du numérique, les anapathes utilisent-ils encore un microscope? Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, est-ce qu'on peut faire un petit rappel? Ouais. C'est quoi l'anapathe? On vous imagine derrière le microscope pour analyser des biopsies. En gros, c'est ça, mais pas que quand même. C'est ça. En fait, si on devait le résumer en une phrase, on dirait que l'anatomopathologie, c'est une spécialité qui cherche à établir le diagnostic de certitude des maladies, en particulier des cancers au microscope. Pour faire un résumé. Et alors, est-ce qu'on utilise encore les microscopes de nos jours? Eh bien oui, tout à fait, le microscope occupe encore une place assez essentielle dans notre spécialité. Effectivement, maintenant, il n'est plus seul et il tend progressivement à laisser sa place à la pathologie digitale. Alors c'est effectivement, on va dire, une innovation qui révolutionne en quelque sorte notre spécialité, puisque finalement, elle va permettre de numériser les lames histologiques et cytologiques et donc de visualiser finalement sur écran des images que nous observions initialement au microscope. Et donc ça va permettre de les analyser de manière beaucoup plus fine, de pouvoir réaliser certaines mesures, également d'utiliser éventuellement certains algorithmes d'aide au diagnostic, de pouvoir échanger assez facilement nos lames et nos dossiers, et bien sûr de travailler de manière générale de façon plus collaborative. Et finalement, ça positionne notre métier encore davantage comme une spécialité d'analyse d'image à l'instar de la radiologie, en bénéficiant des mêmes avantages, c'est-à-dire une standardisation de nos pratiques, de nos diagnostics, la possibilité d'échanger plus facilement des cas complexes et bien sûr de faciliter les interactions avec les cliniciens. Mais ça ne remplace pas l'humain qui est derrière le microscope? Alors non, la décision reste encore purement médicale et c'est vraiment l'expertise médicale humaine qui reste au premier plan. Et ça, c'est rassurant, je trouve, de savoir qu'il y a quand même toujours un humain. Effectivement, oui, tout à fait. On est plutôt dans une logique vraiment d'assistance et on progresse vers l'assistance, mais on ne se substitue pas. Et alors là, je dis ça pour l'anapath, mais je pense que c'est aussi vrai pour les autres spécialités de manière générale. C'est comme ça, en tout cas, que se positionne l'intelligence artificielle. Une question pour le docteur Erwan Fourne. Antoine, 55 ans, de Lille. On m'a découvert une hépatite C suite à une prise de sang de routine, alors que finalement, dans ma vie, j'ai pris assez peu de risques. Est-il vrai qu'il existe aujourd'hui des traitements courts qui permettent de guérir définitivement sans les effets secondaires d'autrefois?
Alors, il va falloir qu'Antoine fouille un petit peu dans sa mémoire parce qu'il a bien dû attraper le virus à un moment donné de sa vie. Je rappelle les modes de transmission de l'hépatite C. Donc, c'est un virus qui se transmet par voie sanguine. Donc, alors, les transfusions, mais en France, il y a zéro risque maintenant de transmission. Les derniers cas remontent aux années 90. Il n'y a plus de transmission de l'hépatite C par transfusion sanguine. Il peut y avoir une transmission, pareil, si jamais la maman est infectée au cours de l'accouchement. Et il peut y avoir des transmissions par voie sexuelle si on a des rapports un peu traumatiques, notamment au cours d'un rapport par voie anale. Voilà, donc ça c'est grosso modo les modes de transmission et bien sûr l'utilisation de drogue par voie injectable ou en sniffant avec une paille. Donc voilà, il y a un moment donné, il a dû prendre un de ces risques-là pour attraper le virus. Parfois on pense qu'on ne prend pas de risque si on n'est pas informé de toutes ces possibilités. Mais dans de rares cas, ça peut se transmettre aussi par voie sexuelle. Donc voilà. Et donc pour répondre à sa question concernant les traitements aujourd'hui, alors les traitements maintenant sont beaucoup mieux tolérés. Effectivement, il y a des traitements qu'on appelle des traitements antiviraux d'action directe qui sont efficaces sur toutes les formes d'hépatite C, toutes les formes tous les sous-types du virus et qui permettent avec un traitement de 2 mois en comprimé de guérir plus de 98% des cas. C'est incroyable. Parce qu'il y a quelques années, c'était compliqué à traiter avec des effets secondaires énormes, des traitements qui étaient très mal tolérés avec l'interféron, la ribavirine. Donc maintenant, tout ça, c'est derrière nous. Ça se traite très très bien. Donc il y a eu énormément d'évolutions finalement en très peu de temps, quelques années. Exactement, tout à fait. Ouais. Depuis à peu près 10 ans, on a des traitements maintenant à notre disposition et depuis 5 ans, vraiment des traitements qui sont efficaces sur toutes les formes de virus. Une question pour vous, docteur Sofiane Millache, chirurgien urologue, Muriel, 42 ans de Saint-Malo. Comment traite-t-on les coliques néphrétiques? C'est vrai que c'est une question qu'on est nombreux à se poser quand on sait que ça fait horriblement mal. Forcément par laser, par chirurgie, ou on peut prendre aussi des médicaments et hop, ça disparaît? Alors déjà, je vais rappeler un petit peu ce que c'est que la colique néphrétique. C'est une douleur lombaire qui est intense, effectivement, qui est même parfois comparée par certaines femmes supérieure à celle de l'accouchement. Oui, il paraît, oui. C'est une douleur qui est liée à une mise en tension brutale des cavités rénales, liée à un obstacle sur l'écoulement de l'urine, du rein jusqu'à la vessie. La plupart du temps, c'est un calcul, mais ce n'est pas strictement uniquement cette cause. Quand c'est un calcul, effectivement, il y a plein de traitements qui sont possibles. Ça va dépendre un peu de la taille et de la localisation du calcul. On peut se contenter d'un traitement médical expulsif dans une partie des cas, en espérant que le petit calcul s'évacue tout seul. Quand le calcul est trop gros, on va utiliser différents traitements, du moins invasif au plus invasif. Il y a la lithotricie extracorporelle qui consiste à aller envoyer des ondes de choc au travers de la peau en guidant donc, les ondes par radiologie. On peut aller traiter les calculs directement in situ avec l'urétéroscopie où on va passer par les voies naturelles avec un instrument mini-invasif doté d'une caméra et d'un canal opérateur. Et à l'aide d'une fibre laser, on va pulvériser le calcul pour en faire de la poussière et des fragments qu'on peut extraire. Et ça, c'est sous anesthésie générale? Tout à fait, ça c'est sous anesthésie générale. Et si le calcul est vraiment trop gros, on peut être amené à ponctionner directement le rein pour créer un trajet d'accès direct au calcul et le pulvériser in situ. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités thérapeutiques pour venir à bout de ces coliques néphrétiques. Et en même temps, quand on a hyper mal, en fait, je pense rien ne nous fait peur. C'est ça. Les patients veulent être soulagés à tout prix, vraiment. C'est ça. Ouais. Alors, il existe aussi une possibilité de traiter médicalement certains types de calculs, mais c'est réservé à une classe particulière. C'est les calculs d'acide urique qui se forment sur un terrain de syndrome métabolique, chez les patients diabétiques, un petit peu obèses, avec un régime alimentaire un peu particulier. Mais c'est vraiment exclusif à ce type de calcul. Donc pour éviter d'en arriver là, le mieux c'est de boire de l'eau? Tout à fait. Ce qu'on recommande pour éviter la récidive de calcul chez les patients qui en ont déjà eu, c'est de boire suffisamment pour uriner 2 litres par jour. Il faut uriner 2 litres par jour, donc pour ça il faut boire beaucoup plus? Un petit peu plus, parce qu'on perd de l'eau par la respiration, par la transpiration. Donc, Qui boit 2 litres par jour sur ce plateau? Ah, docteur Tour. Non, pas du tout, moi pas du tout. Je suis un mauvais élève pour ça. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais nous n'avons pas de calcul non plus. Pour le moment. Docteur Fourne, vous, pas mieux? Pas de 1,5 litre, mais 2 litres non. 2 litres, Ah, vous êtes plus très loin de l'objectif. Docteur Saad. Alors, loin du compte. Loin du compte? Bah alors? Pour éviter la récidive, alors du coup on a quand même... c'est ça. Ah, c'est pour éviter la récidive? Parce que tout le monde ne boit pas 2 litres et tout le monde ne fait pas de calcul. Mais d'accord. Quand on en a déjà fait, c'est ce qu'on recommande.
D'accord. Et ça peut être de l'eau, du thé, du C'est ça, café? toutes les boissons confondues, sachant qu'il y a certaines boissons qui favorisent la formation de calculs. Donc, Ah bon? Ah oui. bon? Quoi? Le thé, par exemple. Le thé? Oui. Mais non, c'est pas possible. Ceux qui en abusent, oui. Ah là là! Bon bah au revoir Docteur Villa, l'émission s'arrête ici, vous m'avez déprimé pour la soirée. Alors, une question pour Docteur Saad. Cyril, 35 ans de Saint-Étienne. On m'a dit que mes voies lacrymales étaient bouchées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Alors les voies lacrymales, c'est quoi exactement? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de drainer les larmes entre l'œil et le nez. Et en fait, donc ça fonctionne bien. Et donc, par exemple, si on a un gros chagrin et qu'on pleure, on va avoir le nez qui coule. Donc là, c'est le signe quand même qu'on a un bon passage des larmes donc, entre l'œil et le nez. Parfois, ça se bouche. C'est assez fréquent, notamment chez les femmes âgées. Parfois lié à des calculs, un peu comme chez les patients qui consultent les urologues. On peut avoir des calculs qui se forment et qui viennent boucher ces voies lacrymales. Et on a aussi pas d'explication vraiment, des voies lacrymales qui vont se rétrécir avec le temps et qui vont finir par devenir imperméables, ce qui entraîne un larmoiement. Donc les patients vont consulter pour un larmoiement chronique et parfois même des infections du sac lacrymal parce que les larmes donc, vont s'agner dans le sac qui se situe dans le coin interne de l'œil. Et donc ce sac va ensuite s'infecter si les larmes ne s'écoulent plus. Donc c'est quelque chose qui peut arriver un peu plus souvent avec l'âge. Donc la solution thérapeutique va dépendre de l'origine du problème. Pour savoir quelle est l'origine, on fait un dacryoscanner, c'est-à-dire un scanner des voies lacrymales, où on injecte le produit de contraste par les voies lacrymales. Et donc ça nous permet de voir tout ce chemin et de savoir à quel endroit est situé l'obstacle. Et en fonction de ça, on va proposer soit une dilatation avec un ballonnet qui va passer donc, dans les voies lacrymales, ou bien carrément un nouveau passage qui sera créé. Donc là, le nom de la chirurgie, c'est la dacryocystorhinostomie, un nom un peu barbare pour dire qu'on crée. Vous pouvez nous répéter ça, docteur Fourne? Des fois, on n'a pas bien compris. De quoi Non, ça ne vient pas comme ça spontanément. Non, j'avoue, moi non plus. C'est naturel. Ce qui veut dire qu'on crée un nouveau passage donc pour une nouvelle voie lacrymale et ça fonctionne dans plus de 90% des cas. Donc c'est une chirurgie qui a un taux de succès très important. Donc là, pour les hommes, les femmes qui nous regardent, le signe d'alerte, en fait, c'est quoi? À partir de quand on se dit surtout le larmoiement. Voilà, le larmoiement, voilà. Un peu trop souvent, quoi. Voilà. Ouais. Et suite à ça, l'ophtalmologue réalise le premier examen qui est le lavage des voies lacrymales en consultation. Et suite à ça, on détermine s'il faut faire un scanner ou pas. Et c'est surtout le scanner qui va être le meilleur examen pour visualiser les voies lacrymales. Bien, docteur Tourne, Julien, 35 ans d'Avignon, toutes les nouvelles technologies dont on entend parler, est-ce que ça change pour le diagnostic des patients, notamment en anapath, évidemment? Tout à fait. Alors, effectivement, toutes ces nouvelles technologies vont globalement améliorer la qualité du diagnostic et donc de la prise en charge du patient. Il faut savoir que les images numériques vont permettre d'obtenir des analyses qui sont plus standardisées, plus reproductibles entre pathologistes et donc finalement améliorer la fiabilité globale du résultat. Ça va également faciliter ce qu'on appelle la téléexpertise, c'est-à-dire que dans le cadre de cas complexes, finalement, on va pouvoir solliciter beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement un médecin pathologiste expert reconnu dans un domaine précis. Alors on le fait classiquement à l'échelle locale, ça peut être aussi national et on pourrait l'envisager à plus long terme à l'échelle internationale. Et puis ça va permettre également de faciliter aussi les échanges avec les cliniciens et notamment à des moments très particuliers qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont des moments privilégiés où l'on va discuter de la prise en charge thérapeutique des patients. Et là finalement on va pouvoir apporter directement nos images au sein de ces réunions de concertation pluridisciplinaires, ce qui va améliorer la compréhension globale du dossier. Aussi nous amener à une participation plus active d'un point de vue anatomopathologique à la prise en charge thérapeutique, mais ce qui est intéressant pour le patient en fait, d'adapter sa prise en charge thérapeutique de la façon la plus personnalisée possible. Est-ce que ça a un impact sur la recherche? Alors oui, et merci finalement pour cette question qui prolonge ces éléments d'argumentation, puisqu'effectivement, en fait, ça va permettre la constitution de bases de données qui associent d'une part des images numériques et d'autre part des tissus. Et ces collections vont être extrêmement précieuses et vont constituer un socle important pour la recherche, notamment pour permettre le développement de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques, grâce notamment à l'apport de l'intelligence artificielle, qui effectivement est très prometteuse dans ces domaines-là. Et finalement, eh bien, on pourrait dire que ces innovations technologiques vont globalement faire évoluer notre métier vers une discipline qui est encore plus collaborative, plus précise et plus personnalisée.
Merci, docteur Tourne. Une question maintenant pour vous, docteur Fourne. Entre Tourne et Fourne, faut pas fourcher. Hein. Hortense, 46 ans, de Mantes-la-Jolie. Elle vous dit « J'ai un HPV depuis 4 ans et j'ai lu que le fait d'avoir une infection sexuellement transmissible augmentait les risques d'être contaminé par le VIH. Comment est-ce possible, sachant que je n'ai pas particulièrement de conduite à risque ?» Alors, le fait d'être infecté par le HPV, il faut savoir que c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent hein, chez les hommes comme chez les femmes. Hein, et entre 20 et 30 ans, il y a à peu près plus de 90% hein, de la population qui va être à un moment donné de sa vie touchée par le papillomavirus. Ce qui ensuite pose problème, c'est quand on n'arrive pas à s'en débarrasser tout seul, hein, quand notre système immunitaire ne permet pas de se débarrasser du virus. On peut avoir à ce moment-là une persistance hein, du virus, ce qui est visiblement le cas d'Hortense. Et ce virus-là peut déclencher hein, des cancers, des lésions précancéreuses. Donc c'est important qu'elle continue à se faire dépister et à suivre pour ce papillomavirus. Alors, effectivement, il y a des infections sexuellement transmissibles qui peuvent augmenter le risque hein, d'acquérir le VIH, comme par exemple la syphilis. Par contre, il n'y a rien démontré concernant le HPV. On n'a pas du tout d'association entre infection HPV et VIH. Et heureusement, parce qu'il y a plus de 90% de la population qui va être infectée par le HPV à un moment donné de sa vie. Voilà, donc ce n'est pas le cas, bien évidemment, pour le VIH. Pour se protéger du VIH, hein, c'est un des rapports protégés, soit avec préservatif, où il existe maintenant aussi ce qu'on appelle la PrEP, hein, une prophylaxie pré-exposition contre le VIH, où on peut prendre un traitement oral ou injectable pour éviter d'attraper le VIH au cours de rapports dits à risque. Merci beaucoup, docteur Fourne. Sans la blouse, hein, des petites questions sans la blouse, justement, où vous n'êtes plus docteur, quoique là, pour celle-ci, vous restez quand même un peu médecin. Existe-t-il des affinités entre médecins qui n'ont pas forcément la même spécialité ? Est-ce que vous avez des affinités avec d'autres spécialités en anapath, hein, c'est assez transversal, vous faites beaucoup de RCP. C'est assez transversal, principalement avec les médecins oncologues, les chirurgiens et les radiologues aussi, avec lesquels on travaille beaucoup, je dirais. Ouais. Et vous, les infectiologues? On travaille avec tous les spécialistes de l'hôpital. On a autant besoin des chirurgiens que des anapathes, que des biologistes. Ah ouais, vous êtes potes avec tout le monde en fait. On embête tout le monde. Alors on est potes ou on embête. En tout cas, on sollicite. On aura l'occasion de solliciter toutes les spécialités de l'hôpital pour un patient. Ça, c'est très fréquent. Et en dehors des patients, justement, en dehors du boulot, vraiment les spécialités avec qui vous vous marrez le plus Après, ça dépend plus de la personnalité des personnes. Il y a quand même des spécialités, notamment les urologues, hein, qui sont quand même connus pour être... les chirurgiens sont souvent... de sacrés rigolos. Hein, Effectivement, les urologues, on est réputés pour être assez sympathiques. Mais alors pourquoi D'où cette réputation? C'est une excellente question. En tout cas, c'est ce qui m'a donné envie de devenir urologue. C'est vrai? C'est vrai ça? Ah ouais, ouais. Parce que l'ambiance était bonne. Exactement. Mais c'est vrai, moi je connais aucun urologue pas sympa, quoi, je veux dire. Enfin, tant mieux, hein, mais... Et vous, docteur Saad? Quand on est ophtalmo, on est un peu quand même dans une petite niche, on va dire dans un petit coin de l'hôpital, on ne communique pas trop forcément avec beaucoup de spécialités. Peut-être les ORL quand même, avec qui on a... au niveau chirurgical, des chirurgies qu'on peut faire ensemble. Avec les urologues, par exemple, vous n'êtes pas censé vous croiser. On n'est pas trop copains. Vous n'êtes pas copains carrément. Excusez-nous, on vous a mis à côté. Non, mais la prochaine fois, vous nous préviendrez. On évitera un pas d'histoire. Hein. Il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des exceptions. Voilà, peut-être à certains rares moments. Rares moments, rares cas. D'accord. Non, mais on ne veut pas non plus rentrer dans les détails. Hein. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse passionnante, hein, sans la blouse. Il y en aura d'autres prochainement, ne vous inquiétez pas. Retour maintenant aux vraies questions de nos téléspectateurs. C'est Albert, 59 ans, il habite à Troyes et il vous dit quels sont les signes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Alors déjà, avant de nous donner les signes, il faut quand même nous expliquer ce que c'est, parce que alors nous, vraiment, enfin quoi que si, vous devez savoir. Vous avez une prostate a priori? A priori, oui. Donc encore hypertrophie. En cœur. Vous êtes concerté avant de venir ou non, même pas en fait, d'accord. Donc en gros, qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il y a des solutions pour améliorer le confort urinaire? Oui, alors déjà, on va rappeler ce que c'est que la prostate. Tous les hommes ont une prostate, effectivement. C'est une glande qui est urogénitale, puisqu'elle contribue à fabriquer le sperme, et elle laisse passer l'urine
à son travers. Donc avec l'âge, à partir de 50 ans, il peut y avoir une augmentation de son volume liée à un développement de l'adénome, donc de la partie centrale de la prostate, qui va entraîner 2 retentissements principaux. C'est une compression du canal de l'urètre et une gêne du plancher vésical. Donc il va y avoir quoi comme symptômes? Il va y avoir des symptômes d'apparition progressive avec une diminution de la force du jet, de plus en plus faible, qui peut même parfois devenir haché. Il peut y avoir une sensation de vidange vésicale incomplète, une augmentation de la fréquence et des urgences à aller aux toilettes, parfois seulement pour des petits volumes, et notamment la nuit. Donc ça se traite effectivement. À chaque stade de la maladie, il y a une solution. Les solutions les plus simples sont des règles hygiéno-diététiques. Il suffit de réduire les boissons le soir, limiter les excitants vésicaux comme l'alcool, le tabac, le café, le thé. Si jamais ça ne suffit pas, on va envisager un traitement médical. Donc on a plusieurs classes thérapeutiques. On va avoir des médicaments à base de plantes pour les symptômes légers, des médicaments qui vont décontracter les fibres musculaires lisses de la prostate quand les symptômes commencent à être un petit peu plus présents, des médicaments qui vont agir sur le volume de la prostate par une action hormonale qui va faire diminuer un taux d'hormones qui ressemble à la testostérone et qui va permettre à la prostate de dégonfler un peu. Et certains médicaments du traitement de la dysfonction érectile aussi peuvent avoir un effet bénéfique sur le confort urinaire. Et sinon, est-ce qu'on peut diminuer carrément la prostate? Et alors, quand justement on arrive au bout de l'efficacité de ces traitements médicamenteux, ou alors quand on a un enchaînement de complications liées à cette hypertrophie de la prostate, comme une rétention urinaire, des infections, ou la formation de calculs dans la vessie à cause d'une stase de cette urine qui ne s'évacue pas, à ce moment-là, on peut envisager des traitements chirurgicaux. Et les traitements chirurgicaux, ces dernières années, ils ont beaucoup évolué. Il y en a énormément, des nouveaux. Et parmi les plus recommandés, les plus connus, il y a l'énucléation endoscopique de la prostate. Donc c'est un traitement qui est mini-invasif puisqu'on passe par les voies naturelles, il n'y a pas d'incision, ça se fait sous anesthésie générale. Les suites sont de plus en plus simples, on peut sortir à un jour post-opératoire. Et effectivement, le principe, c'est de retirer le noyau de la prostate en le repoulant dans la vessie et en le ressortant morcelé par une petite aspiration qui va mâcher toute la chair. Et donc tout ça, bien sûr, change complètement le quotidien des hommes, en fait. Hein. Ça redonne une qualité de vie normale. Le but, c'est ça, c'est de ne pas subir ces symptômes comme une fatalité. Il faut vraiment les traiter au plus tôt pour garder un confort urinaire optimal tout au long de sa vie et ne pas se retrouver justement en bout de course à devoir se faire opérer et avoir subi plusieurs années de symptômes. Voilà. Oui, c'est dommage, surtout qu'il y a des solutions et que... pour tous les patients en fait, pour tout type de patients et à tout âge. Exactement, donc il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin et à consulter un urologue si besoin. Claire, 50 ans de Châtellerault, elle vous écrit, Docteur Tourne, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer le pathologiste? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Allez-y. Non, mais du coup, effectivement, je me pose la même question pour tout vous dire, parce que moi, ça m'inquiète. J'ai pas du tout envie qu'on vous remplace, Docteur Tourne. J'irai manifester, hors de question. C'est très gentil. Alors, c'est une question très fréquente qui se pose de manière générale, même à l'échelle de la médecine. Et à l'heure actuelle, la réponse est assez claire. Non, l'intelligence artificielle ne remplace pas le médecin pathologiste, mais elle va venir plutôt l'assister. Et donc concrètement, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle ferait mieux que l'œil humain? Votre œil à vous, quand même, Docteur Tourne, qui a un œil absolument alors c'est très magnifique, gentil. Quoi. Enfin, compétent, je veux dire. Alors, c'est très gentil à vous, mais effectivement, l'intelligence artificielle présente quand même des apports concrets déjà prouvés pour les laboratoires qui ont la chance d'être numérisés. Alors, on pourrait parler déjà d'une aide diagnostique globale, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va permettre finalement de détecter des anomalies qui sont parfois subtiles à voir à l'œil nu, et ça sans phénomène de fatigabilité. On a aussi des algorithmes qui se développent pour ce qu'on appelle les analyses morphométriques, donc c'est-à-dire des algorithmes qui vont permettre de déterminer de manière automatique la taille de la tumeur, son sous-type histologique, son degré de différenciation, son niveau d'invasion ou encore son mode de dissémination. On a aussi des algorithmes qui sont des algorithmes d'analyse des biomarqueurs, donc qui vont permettre finalement d'étudier et de réaliser un compte, une numération standardisée de l'expression de certains marqueurs pronostiques par les cellules tumorales qui vont avoir un déterminisme très important pour la décision thérapeutique. Et puis enfin, on a un essor global d'algorithmes qui sont dits des algorithmes prédictifs. Et ces algorithmes prédictifs vont permettre, à partir des simples images numériques, de prédire d'une part le profil moléculaire et de manière plus générale même d'anticiper et de prévoir le comportement que peut avoir une tumeur. Et donc finalement, ça va nous permettre à la fois de gagner du temps, de standardiser nos pratiques et finalement de limiter cette variabilité inter-observateur.
Mais la décision finale, c'est vous qui la prenez. Alors la décision finale, effectivement, reste toujours celle de l'expertise du médecin anatomopathologiste parce qu'elle repose sur une intégration globale de données morphologiques, de données immunohistochimiques, moléculaires, mais aussi cliniques. Et ça, à l'heure actuelle, seule l'expertise médicale humaine peut le faire. On voit donc plutôt l'intelligence artificielle comme un outil qui va être extrêmement puissant et qui va nous permettre d'aller plus vite, plus loin et d'optimiser la médecine de précision plutôt que de nous remplacer. On retourne en ophtalmologie avec le docteur Rana Saad, Pierre, 62 ans de Lyon. Pourquoi mes yeux pleurent tout seuls alors que mon ophtalmo me parle de sécheresse oculaire ? Alors c'est une question qui vient très fréquemment parce que le larmoiement c'est un motif très fréquent de consultation et les patients sont surpris qu'à la fin le diagnostic soit la sécheresse oculaire alors que eux c'est tout l'inverse, leur œil pleure en permanence. Et alors la réponse à ça, c'est que le film lacrymal est constitué d'eau, mais aussi de lipides. Et si on a un film lipidique qui n'est pas de bonne qualité, les larmes ne vont pas tenir à la surface de l'œil. Donc ça, c'est une cause très fréquente de ce qu'on appelle la sécheresse oculaire, en fait, qui est un problème plutôt de qualité des larmes. Et donc ce problème de film lipidique, donc, qui n'est pas performant ou pas suffisamment présent, va entraîner du coup un larmoiement. Il y a aussi un larmoiement réactionnel à la sécheresse. Quand on a un œil sec, l'œil va s'irriter, la cornée va s'irriter. Et en réaction à cette irritation cornéenne, on aura aussi un larmoiement, donc réflexe, qui est juste un signe d'irritation de l'œil. Donc la solution au larmoiement, parfois, c'est de rajouter des larmes, puisqu'il faut traiter la sécheresse oculaire, il faut traiter la cause. Et le fait d'avoir des larmes de meilleure qualité, donc des larmes artificielles, vont améliorer ensuite le larmoiement. Ce qui aide également, c'est l'hygiène des paupières, parce que dans les paupières, on a ces glandes qui fabriquent le film lipidique des larmes. Et donc si on masse ces paupières, on va également permettre à ces glandes d'excréter plus de lipides et donc d'avoir un meilleur film lacrymal. Et on termine presque avec une question en urologie, toujours avec vous, docteur Mila Marco, 48 ans de Fréjus. Le cancer de la prostate concerne-t-il surtout les hommes âgés ? Comment peut-on le diagnostiquer ? J'ai lu que ça se guérissait très bien, est-ce vrai ? Alors le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. On parle de 70 à 80 000 nouveaux cas par an. Donc c'est un cancer qui augmente en fréquence avec l'âge. Donc c'est effectivement le principal facteur de risque, mais pas que. Il y a des facteurs de risque spécifiques qui font que sa survenue peut arriver avant même 50 ans. Donc dès 45 ans, quand on a certains facteurs de risque comme les antécédents familiaux, l'origine ethnique ou l'exposition à certains pesticides comme le chlordécone par exemple, on peut avoir une augmentation de ce risque. Et donc comment on fait pour le diagnostiquer ? C'est une maladie qui ne donne pas de symptômes au début. Donc le principe c'est de discuter le dépistage avec son médecin. Le dépistage c'est rechercher une maladie avant qu'elle ne donne des symptômes. Ça passe pour ce cancer-là par l'examen clinique avec le toucher rectal qui va permettre d'examiner la surface de la prostate à la recherche d'un nodule, la prise de sang avec le dosage du PSA qui est un marqueur de l'activité de la prostate, et quand on a une anomalie de l'un et ou de l'autre, on va pousser les explorations avec une IRM de la prostate qui est vraiment un game changer, c'est-à-dire qu'il va permettre de visualiser des lésions et de classer leur degré de suspicion de cancer de façon assez précise. Et ça va nous permettre de guider les biopsies qu'on va ensuite envoyer à nos collègues anapathes qui vont nous répondre si oui ou non il y a un cancer. Et donc pour revenir à la question de Marco, est-ce que ça se guérit bien ? Alors effectivement, ce cancer, plus il est diagnostiqué tôt et mieux on le guérit. C'est-à-dire qu'on peut vraiment éradiquer la maladie et permettre d'obtenir une espérance de vie quasi normale. Donc ce cancer il peut se traiter quand il est diagnostiqué à un stade précoce par de la chirurgie ou de la radiothérapie. Quand il est un peu plus évolué, on peut mettre des traitements hormonaux qui vont venir diminuer la sécrétion de testostérone, qui est le carburant de ce cancer, et on peut vivre vraiment très longtemps en faisant de cette maladie une maladie chronique. Merci beaucoup, docteur Mila. Et la dernière question pour vous, docteur Fourne, Laura, 21 ans de Calais. On m'a dit que la chlamydiose pouvait se transmettre assez facilement. Est-ce qu'il y a des moyens de l'éviter déjà et comment savoir si on l'a ? Alors effectivement, la chlamydiose, c'est lié à une bactérie qu'on appelle Chlamydia trachomatis et qui est responsable de beaucoup d'infections sexuellement transmissibles chez les hommes et chez les femmes également. La transmission, c'est au cours d'un rapport sexuel non protégé. Donc on peut l'éviter grâce au préservatif.
Et le dépistage, alors il y a deux possibilités de le dépister, soit si on a des symptômes d'infection urinaire, donc des brûlures urinaires chez l'homme et chez la femme, des douleurs pelviennes, parfois chez la femme ça peut donner des complications pelviennes, donc les symptômes sont déjà des fois plus importants chez les femmes. Mais le plus gênant c'est quand on ne le dépiste pas, parce que quand on ne le dépiste pas, l'infection peut évoluer pour son compte, et notamment chez les femmes, ça peut entraîner des stérilités, d'où l'importance de le dépister, même en l'absence de symptômes. Et ça se dépiste très facilement en faisant un écouvillon. En fait, on va prélever un écouvillon, c'est un lot coton-tige, où on va faire un prélèvement local, donc vaginal pour Laura, pour rechercher directement la bactérie et pouvoir la traiter si jamais le test est positif. Donc c'est assez simple finalement pour Exactement, être dépisté. C'est assez simple pour se faire dépister. Raison de plus pour le faire. Et voilà, on peut rappeler que Laura qui a 21 ans peut aller gratuitement dans n'importe quel laboratoire se faire dépister pour les IST, voilà, sans ordonnance et sans avance de frais. Et par ailleurs, elle peut encore, si ce n'est pas déjà fait, se faire vacciner contre le HPV. On en profite au passage. Exactement. Je elle sais a que jusqu'à 26 ans, tout à fait. Voilà, vous l'avez dit, vous l'avez répété, vous avez fait une tournée mondiale, Dr Fourne, vraiment absolument partout, dans les écoles, dans les collèges, pour vraiment inciter les gens à la vaccination. C'est exactement, c'est très important. Jusqu'à 26 ans pour les femmes maintenant également et pour les hommes. Et pour les hommes, bien entendu, parfait. Merci à vous tous pour votre participation à cette émission. J'étais vraiment ravie de vous avoir à mes côtés. Merci également à vous d'avoir posé vos questions. Vous pouvez encore nous écrire à maquestion@lasantésurtout.com. À bientôt et n'oubliez pas, la santé surtout.